dans les débuts, c'est là où c'est le plus dangereux parce qu'en fait, un virage raté et en fait, on peut envoyer sa boîte dans le décor. Donc tu es pharmacien de métier. Exactement. Incroyable. Et j'ai même exercé en pharmacie, donc j'étais un pharmacien. Le secteur de la diététique minceur, c'est un secteur à plusieurs milliards en France. Donc c'est un secteur qui est énorme. On est à plus de 400 000 clients aujourd'hui. 400 000 clients. Ouais. En France et à l'international. Ouais. Et dès le début, on a mis vraiment le paquet sur la direction artistique parce que pour nous, c'était très important. Un mauvais logisticien, ça peut être une catastrophe pour une DNVB. Complètement. Et donc ça on l'a vu, ce qui est le plus difficile en tout cas dans le e-commerce, c'est le financement de stock en tout cas. Et c'est le moment où tu dis écoute, si je dois me planter ou si je dois démarrer quelque chose un peu librement sans toute cette pression, c'est maintenant. Quand tu es en retail, ton packaging, c'est ton ads. Ça change tout. C'est-à-dire que je le paye et je lui explique comment il faut bosser. C'est un problème. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast vidéo Au-delà du panier. Je suis Sacha, votre hôte et animateur. Dans ce podcast, on va plonger dans les coulisses des grandes entreprises e-commerce à succès. On va parler avec les dirigeants, leaders du marché. On va en apprendre plus sur leurs conseils, apprentissages, sur leurs échecs aussi, parcours de vie et conseils qu'ils pourraient donner en termes de stratégie de développement. Alors que tu sois un entrepreneur aguerri, que tu sois un fan e-commerce ou simplement un chargé de projet digital, monte le son et rendez-vous au premier million. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Steven Torgman, fondateur et dirigeant de SoShape, l'un des pionniers des DNVB. Merci Steven d'être là. Merci beaucoup de m'avoir invité. En tout cas, Sacha, c'est un plaisir. Je suis très content, on a beaucoup de choses à voir aujourd'hui. Comme je l'ai dit, Steven, on doit en savoir plus sur toi. T'es quand même un fondateur discret d'une très grosse marque. Discret, volontairement, involontairement, on va le savoir. Mais d'abord, je voudrais démarrer donc au commencement. D'où tu viens, quel âge tu as, présente-toi et surtout ton parcours académique, c'est vraiment intéressant. Alors, d'où je viens? Alors, c'est très simple. Moi, je viens du sud de la France. Donc, j'ai grandi du côté de Nice. Aujourd'hui, j'ai 38 ans. Et mon parcours académique, écoute, j'ai fait pharmacie à la base. Donc, j'ai fait pharmacie dans le sud. Il n'y a qu'un seul endroit pour le faire, c'était à Marseille. Donc, j'ai fait pharmacie à Marseille. Okay. Où j'ai rencontré pas mal de mes amis dans le domaine médical et dentaire et pharma, parce qu'il y a un gros pôle là-bas. Et à la suite de ça, je suis parti à Paris pour faire une école de commerce. Et je voulais faire quelque chose qui se rapprochait le plus de l'exercice libéral, en tout cas de pouvoir entreprendre. J'étais vraiment inscrit dans cette démarche. Et du coup, j'ai postulé à tous les masters de commerce, d'entrepreneuriat. Okay. Et j'ai choisi d'aller à HEC Entrepreneur. Ok. Combien de temps t'es resté? Je suis resté 1 an, c'est un master spécialisé. Okay. Et je pense que ça a été une des meilleures années que j'ai pu faire, où vraiment je me suis retrouvé là-bas. On va dire qu'en pharmacie, j'étais pas forcément le plus épanoui. Ok, combien de temps t'es resté en pharma? Combien de temps t'as fait pharma? C'est 6 ans pharma. 6 ans. Ouais. Et t'as fait les 6 ans? J'ai fait les 6 ans, je suis pharmacien. Donc tu es pharmacien de métier. Exactement. Incroyable. Et j'ai même exercé en pharmacie, donc j'étais un pharmacien. Et tu t'es dit, donc vis-à-vis de ton entourage, tu pensais que la pharmacie, ça pourrait vraiment te donner la vie que tu voulais, la liberté aussi? En fait, moi je cherchais tout d'abord une profession libérale, parce que je suis quelqu'un qui, on va dire, pour lequel la valeur liberté est très importante, la liberté de faire. Donc quand tu es pharmacien, ou quand tu es médecin, ou quand tu es avocat, ou quand tu es toute profession libérale, de base, tu restes quand même normalement ton propre patron. En tout cas, tu peux l'être. Et ça, pour moi, c'était très important. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de contraintes dans certaines professions libérales qui sont, on va dire, normées. Un notaire, il y a l'ordre des notaires, l'expert comptable, il y a l'ordre des experts comptables. Et pareil, tu as l'ordre des pharmaciens. Et c'est vrai que c'est plus difficile d'aller entreprendre sur ce secteur-là quand tu es pharmacien. Et donc, du coup, je me suis extirpé du travail en officine, en tout cas. Ok. Donc, mais c'est marrant parce que du coup, il y avait dans ta famille ou dans ton entourage pas forcément de vocation à devenir entrepreneur, des gens qui pouvaient te pousser, des gens qui Il n'y a pas dans ma famille directe d'entrepreneurs, on va dire, comme on connaît. En revanche, voilà, je sais que j'ai eu un grand-père qui a eu plusieurs sociétés, expériences, et on va dire, et je l'ai vu évoluer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je vois aussi ce que je fais, je me rends compte aussi des problématiques qu'il pouvait avoir à l'époque. Et c'est marrant parce qu'on grandit puis on comprend mieux certaines choses aussi. Donc, mais c'est vrai que voilà, moi j'ai une famille, ils sont tous médecins, docteurs, et
Et d'ailleurs, quand on voit les méandres des montagnes russes de l'entrepreneuriat, je comprends aussi pourquoi mon grand-père il a dit on va les mettre dans un truc un peu stable. Un peu stable. Ouais, c'est pas mal parce que c'est vrai qu'il faut être bien accroché quand même. C'est marrant ce que tu dis. C'est vraiment intéressant. Moi, dans mon entourage de copains, ils sont tous dentistes. Ils sont tous dentistes. J'étais pas destiné à faire une pharma, j'étais pas destiné à faire médecine. Je me voyais plus un peu aussi, un peu dans le goudron, quoi. Tu vois, c'est un peu aussi cette vie-là où tu as envie d'essayer, tester plusieurs choses, rencontrer plein de monde. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être là où je suis. J'ai pas encore entrepris pour moi, mais c'est vraiment intéressant d'avoir une espèce d'opposition à ce monde libéral, médecin, dentiste. Surtout que tu as réussi, donc ça c'est intéressant. Je sais pas si j'ai vraiment encore réussi, parce qu'il y a on va en parler. Réussite. En revanche, ce qui est important, c'est de se dire que voilà, on a réussi à créer quelque chose. Exactement. Et qui existe. Et en tout cas, je suis pas médecin et je suis pas pharmacien aujourd'hui dans mon quotidien, mais j'ai la faculté de l'être. Et si je dois l'être demain, si je dois retourner en pharmacie, c'est une possibilité. Ça, c'est bien de pouvoir vivre avec ça. Parce que... Excellent. Très sympa. Bravo pour ça, vraiment, cette prise d'entrepreneuriat, de décision. Alors justement, raconte-nous, c'est vraiment ça c'est vraiment ce qui m'intéresse. Moi, j'étais tout jeune quand j'ai découvert SoShape à travers mon écran, à travers les snaps, à travers les machins, mais c'est quoi le début de SoShape ? Comment t'as commencé ? Le début est très marrant. Ah. Le début, il est très marrant parce qu'en fait, on arrive à HEC Entrepreneur et le but là-bas, c'est quand même d'avoir une idée pour entreprendre. Et puis, dans les premiers cours, on se rend compte que toutes les idées qu'on a et que je peux avoir, j'arrive, j'ai plein d'idées, genre ouais, c'est super. En fait, on fait les premiers cours et on se rend compte que toutes les idées que j'ai, elles sont nulles. Elles sont nulles et elles sont pas applicables. Et en fait, en vrai, c'est des idées où je vais me planter. Et je me retrouve très rapidement à avoir pas d'idées. Et puis, de fil en aiguille, on commence à s'intéresser au secteur de la masseur. Et à première vue, je suis plutôt réticent parce que je dis, écoute, franchement, c'est un secteur, on a déjà vu et revu, je vois pas ce qu'on peut faire là-dessus, quoi. Et puis, voilà, moi, je rencontre mon cofondateur. Il me dit, mais regarde un peu, insiste, regarde un peu, toi, t'es pharmacien, tu connais, regarde. Et je commence à regarder. Ton cofondateur, Mickaël ? Non, Raphaël. Pardon. Exactement. Raphaël qui était chez HEC aussi avec toi. Ouais. Ok, très bien. Et donc, je regarde davantage et en fait, je me rends compte que le produit n'est pas ouf et il fonctionne. Et puis, je commence à m'intéresser au secteur. Et je vois qu'il y a des produits, ils sont vraiment pas top non plus, voire même catastrophiques. Parce qu'il y a quand même des produits aujourd'hui à visée diététique où il y a plus de sucre dans le produit que de protéines. Donc, on est en mode epic fail. T'es mort de rire. Tu dis, je comprends pas. C'est pour mincir ou c'est pour quoi faire ? Et je me rends compte à quel point le marketing aujourd'hui sur ces produits-là, il était vraiment fatigué. On avait besoin de passer un beau coup de vernis pour rendre une offre fraîche. Les goûts étaient catastrophiques principalement. Les formulations dépassées. Et donc, je me dis, waouh, en fait, il y a un problème déjà de produit, il y a un problème de marketing, il y a un problème de distribution. Et c'est là où en fait, on commence à mettre les doigts dans quelque chose et l'idée en fait arrive non pas d'un coup, mais arrive au fur et à mesure en répondant à chaque fois à une question qui se pose par la bonne alternative, par la bonne solution. Et je pense que ça, c'est très important parce que à vouloir avoir parfois toute l'idée d'un coup, c'est difficile, on l'a pas, mais il faut commencer étape par étape et à se poser les bonnes questions et au fur et à mesure de se formuler les bonnes réponses. C'est très intéressant ce que tu dis. J'allais rebondir tout de suite avec une question que j'avais notée. C'était, est-ce que c'est l'idée qui t'est venue et qui t'est dit, mince, ok, c'est maintenant que je dois entreprendre parce que cette idée elle est bonne, il faut que j'y aille, ou c'est vraiment ce besoin, ce ressenti d'entreprendre, que tu devais trouver une idée, que tu devais te lancer sur quelque chose et qui a sorti le truc de terre? Moi, je pense que c'est le besoin d'entreprendre. J'avais vraiment envie à la fin de ce master de commencer à me jeter dans une aventure entrepreneuriale. De toute façon, il faut savoir que la vie, c'est une question de timing pour beaucoup de choses. Et il y a un timing, à un moment, tu as 25, 26, 27 ans. T'avais quel âge à ce moment-là ? J'avais 26 ans ou 27 ans. Clairement, tu démarres dans la vie, donc tu n'as pas forcément un crédit IMO sur la tête, une charge, on va dire, des enfants ou des trucs. Et donc, du coup, tu es un peu libre. Et c'est le moment où tu dis, écoute, si je dois me planter ou si je dois démarrer quelque chose un peu librement, sans toute cette pression, c'est maintenant. Et c'est vrai que... C'est plus facile aujourd'hui d'entreprendre quand on est jeune, quand on a moins de contraintes, effectivement. Exactement. Et donc, en fait, c'est ce timing-là que j'ai voulu choper ce momentum en me disant, je sors d'HEC, je suis libre, je suis jeune, c'est maintenant ou alors je vais jamais le faire.
Excellent. Donc il fallait absolument que je trouve une idée. En tout cas, pour moi, c'était important. Donc tu t'intéresses à cet univers minceur qui est effectivement parfois bullshit, très bullshit, avec Mais des en vrai, soucis. tout est bullshit. Tu vois ce que je veux dire? Tout est bullshit. Quand on veut faire quelque chose avec soin et convenablement et avec qualité, tu te rends compte que pas tout le monde ne veut le faire. Et donc en vrai, tu te rends compte que y a parfois pas mal de produits qui sont pas à la hauteur dans tous les domaines. C'est ce que tu avais constaté à cette époque. Et moi, à cette époque, ce que je remarque, c'est que on pouvait faire beaucoup mieux. Ok. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, de fil en aiguille, tu trouves la niche, tu trouves le marketing, tu trouves le secteur, tu commences un peu à fouiner, le secteur, à rechercher. C'est pas un secteur de niche parce que le secteur de la diététique minceur, c'est un secteur à plusieurs milliards en France. Donc, c'est un secteur qui est énorme. Et il y a plein de méthodes qui existent aujourd'hui pour, on va dire, perdre du poids, qui marchent, on va dire, toutes plus ou moins bien, voire certaines pas du tout, mais qui ont toutes leurs contraintes. Or, aujourd'hui, la société, elle a quand même changé. En 10 ans, les mœurs ont énormément évolué, la vie s'est accélérée et on a de moins en moins de temps à consacrer à tout ça. Et est-ce qu'on mange de mieux en mieux? J'en suis pas sûr non plus. Et donc, c'est dans ce cadre-là où on s'est dit, en fait, il y a une tendance de fond qui est là. Il faut une solution qui fonctionne, qui est rapide, qui est efficace et qui est saine. Et c'est comme ça qu'on l'a designé. Ok. Moi, je veux repartir à la base. Ouais. Ça a quoi vraiment été le premier tremplin? Le premier truc où tu t'es dit, là, c'est bon, j'ai quelque chose. Alors, peut-être la création de la marque est venue après, peut-être la création du marketing est venue après ou pendant. Mais c'est comment tu t'es dit, du coup, avec Raphaël, tu t'es dit, OK, c'est maintenant. Quelles ont été vraiment pour toi les clés, à part la partie timing qui pour moi est une clé? Parce que finalement, tu le sens au fond de toi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, tu vois, tout à l'heure, tu parlais du bullshit. C'est arrivé en même temps qu'une certaine nouvelle réglementation qui est arrivée. C'est arrivé en même temps qu'une nouvelle réglementation. Et sur les compléments alimentaires. Et donc, tu te rappelles, il y avait par exemple certaines marques qui pouvaient alléguer que leurs produits renforçaient leur défense immunitaire, etc. En fait, il se trouve que pas du tout. Et il y a beaucoup de promesses comme ça qui ont été balancées de façon totalement libre. Et à un moment, l'État est venu réglementer tout ça. Et donc, il y a eu un changement de législation qui est arrivé. Et moi, en tant que pharmacien, je regardais ça de près. Parce que j'ai fait toute ma thèse pharmaceutique sur la réglementation des compléments alimentaires notamment. Donc ça venait de quelque chose aussi qui était parce chez que toi. La nutrition, c'était quand même quelque chose d'important pour moi. Passionné. Ça me passionnait. Ça te passionne. Le métabolisme, la nutrition, c'est quelque chose qui me parlait. C'est ça qui est intéressant. Voir comment on mange. Je voyais déjà comment on mangeait mal quand on était étudiant souvent parce qu'on n'avait pas le temps et on ne savait pas du tout comment faire. Donc on était un peu perdu à ce niveau-là. C'était clairement quelque chose qui était un besoin chez les jeunes actifs. Et ce changement de réglementation qui est arrivé pour remettre un peu de l'ordre sur qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on a le droit de dire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de dire, associé au fait que quand on est jeune actif, on n'a absolument pas le temps d'aller se faire cuire des brocolis vapeur ou des petits plats minceurs. Franchement, c'est difficile parce que quand on est jeune, on doit s'établir professionnellement, physiquement, personnellement, avec quelqu'un par exemple peut-être. Avec aussi l'environnement qui nous entoure. Exactement. C'est très important. Ouais, et donc du coup, on n'a pas forcément tout ce temps-là. Et si en plus on doit manger pour mincir, ce qui est encore plus dur, il faut qu'on trouve des produits qui nous sont adaptés. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, il n'y avait rien qui était destiné à la population des jeunes actifs. Donc tu as eu quand même ces idées-là, cette idée de SoShape-là, et c'était venu d'un constat, mais tu es venu aussi donc, du coup de la passion, de ton métier d'origine qui est la pharmacie et la nutrition, qui est ce fameux momentum où tu t'es dit c'est bon, je veux entreprendre, et l'idée qui est venue d'un marché, le besoin où il n'y avait pas de solution. Et c'est vraiment ça que je veux retenir de ce que tu viens de dire, c'est ces trois moments, ces trois clés où tu t'es dit ok, avec ces trois-là, c'est bon, je peux me lancer dans ça, je peux entreprendre, j'ai la capacité déjà de répondre à des questions de nutrition, j'ai l'envie d'entreprendre et donc je suis prêt à avoir tous les échecs, en tout cas à aller chercher ce qu'il faut. Justement, petite transition sur ma deuxième question, c'est du coup, quel défi vous avez rencontré au tout début de SoShape? Quelle grosse difficulté tu peux retenir? Est-ce que tu as une anecdote assez marrante à nous raconter? Ouais, j'ai plein d'anecdotes sur les débuts de SoShape. Je ne sais même pas avec laquelle commencer parce que tellement on a eu de galères. J'imagine. On a eu 8000 galères. La première galère, c'est déjà de trouver les bons graphistes qui vont nous faire toute la direction artistique de la marque parce qu'on voulait vraiment quelque chose
d'emblématique et de reconnaissable parce qu'on voulait faire quelque chose de nouveau. Et donc, on s'est tout de suite dit, si on se prend pas pour une vraie marque, bah, personne va nous prendre pour une vraie marque. Donc, tu voulais quelque chose de bien, voire très bien, dès le début. D'iconique dès le début. Ça, et dès le début, on a mis vraiment le paquet sur la direction artistique parce que pour nous, c'était très important. On a aussi mis le paquet beaucoup sur le produit. Et et donc forcément, les premiers graphistes qu'on a eus, ils nous ont sorti des trucs genre vraiment très très moches. Et on a dû les lâcher et c'était catastrophique. On s'est dit mais c'est pas possible de faire des trucs catastrophiques à ce moment-là. On était quand même très naïfs dans le début d'entrepreneuriat. Maintenant, les plus gros défis du début étaient quand même des défis de production industrielle parce qu'on le sait, on a quand même fait un démarrage avec une innovation packaging, parce que le berlingot, c'est une innovation packaging. D'ailleurs, on a été primé pour ça après, parce qu'on a utilisé un type d'impression qui nous permet de mettre plein de phrases différentes derrière les berlingots. Et tout ça, on l'a fait dès le début. Donc, on a démarré dès le début avec une innovation packaging. Et au niveau industriel, c'était quand même une vraie galère. Je me rappelle un jour, on a reçu les berlingots chocolat, c'était notre première prod. Et le mec, il est arrivé avec les berlingots chocolat. Et en fait, il avait du chocolat dans tous les cheveux, quoi. Et alors moi, je me suis dit, waouh, comment il fait son chocolat, celui-là? C'est particulier, tu vois. Et bon, c'était une prod d'essai, donc on l'a pas commercialisé. Mais... Et c'est marrant, ce berlingot, l'innovation, déjà, c'est fort parce que tu t'es dit aussi, il faut un bon marketing. Donc tu t'es dit, il faut être considéré. Et c'est ce que tu disais, la valeur perçue. La valeur perçue de la marque, il faut qu'elle soit déjà iconique dès le début. Obligatoirement. Je fais attention à tous les aspects marketing, même du produit. Le berlingot qui est encore en vente aujourd'hui sur ton site, qui est ton produit phare. Pour le coup, ce berlingot, en termes de forme et de design, on l'a laissé pratiquement intact depuis le début. C'est incroyable. Après, la formule à l'intérieur, elle a énormément changé. Elle a évolué, j'imagine, bien sûr. Ça fait quand même pas mal de fois qu'on a changé le chocolat. Et on en a parlé avec aussi les retours des consommateurs, les besoins de tes consommateurs, où tu leur posais des questions vis-à-vis justement des goûts qu'ils voulaient. On a fait la comparaison tout à l'heure avec Asphalt, justement, qui laissait la possibilité aux gens de s'exprimer sur leurs besoins. C'est vraiment la génération d'aujourd'hui. L'e-commerce d'aujourd'hui, il est comme ça. On fait confiance aux consommateurs et on évolue avec eux. On fait confiance au consommateur parce que c'est lui qui consomme le produit. C'est très important. Il y a beaucoup d'insights consommateurs que j'ai pris. C'est-à-dire que dans le démarrage, moi, j'ai rappelé personnellement 100 premiers clients de Sochep au téléphone pour savoir comment ça s'était passé, pour comprendre quels étaient leurs besoins et leurs attentes. Et quand je les ai appelés, c'est à ce moment-là qu'on a fait toute la gamme de produits des snacks sans sucre. Parce qu'en fait, les consommateurs étaient c'est super, on a aminci. Non, mais c'est super, on a aminci. Ça marche, top. Maintenant, on fait quoi? Alors, on fait quoi? Alors, on arrête tout, les granolas, les glaces, les gâteaux. Et en fait, c'est super déprimant votre truc. Je dis ouais. Elle me dit, mais on peut. Et là, je me suis rendu compte que c'est vrai, il manquait énormément d'alternatives saines à des aliments de confort qu'on doit trouver. Et en fait, à chaque fois, c'est riche en protéinés, mais c'est plein de sucre, ou c'est sans matière grasse, mais c'est plein de sucre, ou c'est sans sucre, mais c'est plein de gras. Et en fait, on s'est dit, est-ce qu'on peut créer enfin un produit qui répond à des vraies exigences de nutrition et qu'on peut proposer en tant qu'alternative saine pour être consommé tous les jours par les consommateurs. Très intéressant. On va en parler du développement de la marque et du coup du développement de la gamme avec cette difficulté de nutrition saine pour maigrir, mais que ce soit bon et que ce soit aussi kiffant de manger ça. Donc au début, tu as appelé les consommateurs pour avoir les retours. C'est hyper important de faire ça. Et justement, vis-à-vis des retours du développement de la marque, il faut qu'on parle aussi de financement. Il faut qu'on parle aussi de financement de croissance. Comment vous avez démarré? Avec combien tu t'es tiré les poches pour y arriver? En fait, l'anecdote, elle est très marrante. Je pense qu'on a été les seuls à HEC Entrepreneur d'être aussi fous au niveau du financement, puisqu'en fait, avec mon cofondateur, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été prétexté qu'on allait faire un MBA pour prendre un nouveau crédit étudiant à la banque. Et en fait, tout ce crédit étudiant nous a permis de financer. Donc, on a pris 50 000 euros chacun. Et on a peut-être gardé 15 000 pour vivre. Et le reste, en fait, c'était YOLO. On les a mis dans la boîte et on a lancé Sochep avec peut-être 35 000 euros chacun. Donc, et c'est comme ça qu'on a démarré. Incroyable. Donc, vraiment, en fait, il n'y a pas tellement d'autres solutions. Dernière clé du succès, être winner. Faut être un peu un snake de temps en temps, je pense. Faut être malin. Faut être malin. Parce que moi, je le dis souvent, si tu n'as pas d'argent, tu as du talent. Et si tu n'as pas de talent, faut pas faire ce que tu fais.
Voilà, c'est ou l'un ou l'autre. Il y a des gens qui n'ont pas de talent, mais ils ont beaucoup d'argent, donc ça passe. Ok. Mais si tu n'as pas d'argent et que tu n'as pas de talent, c'est foutu pour toi. Ok. Donc ça, c'était le démarrage. Au fur et à mesure du temps, quand vous avez commencé, donc vous avez lancé, ça commençait à tourner, vous avez commencé, vous avez. Les démarrages étaient très difficiles d'un point de vue financier. C'est-à-dire qu'en fait, on a quand même mis beaucoup d'argent dans les premières prods, etc. Et c'est vrai que d'un point de vue BFR, déjà, on ne s'est pas payé pendant un bon moment. On était au RSA, on montait notre affaire. La joie du e-commerce. La joie du e-commerce. Et on n'avait pas du tout ces solutions de financement qu'aujourd'hui peut proposer Unlimited, notamment. Et donc, c'est vrai qu'on vit de façon extrêmement précaire et dangereuse. Dans les premiers mois d'activité avec une gestion du BFR délicate. Au tâtonnage. Ouais, très délicate. Et on s'est vite rendu compte que ça pouvait être un vrai problème. Excellent. Avant de parler d'Unlimited, effectivement, on va en parler. Il y a mon petit moment pub, hein, on va y arriver. Mais je voudrais vraiment parler de ce ramp-up là. Quelle stratégie aujourd'hui, et du coup stratégie aussi de financement, puisque c'est lié, pour moi c'est intimement lié. Quelle stratégie vous avez mis en place qui a vraiment propulsé la marque à un moment donné? Tu t'es dit là je rentre dans une nouvelle étape, ces fameux escaliers où je consolide et là je monte. Il y a eu plein d'étapes comme ça. Maintenant, comment on a lancé, parce que je pense que dans les débuts, c'est là où c'est le plus dangereux, parce qu'en fait, un virage raté, et en fait, on peut envoyer sa boîte dans le décor, parce qu'on n'a pas forcément les reins suffisamment solides pour absorber ce genre d'accident. Okay. Et donc, dans les débuts, on a été extrêmement méticuleux. Ce qui nous a permis vraiment de nous lancer, c'était de créer une communauté dès le début, sur Facebook et sur Insta, alors qu'on n'avait même pas le produit. Juste pour faire un grand teasing, et donc tous les jours commencer à alimenter une page Facebook ou Insta pour expliquer ce qu'on était en train de faire, pour expliquer la démarche entrepreneuriale, pour expliquer qu'on avait vraiment vocation à développer quelque chose de nouveau et d'innovant, en tout cas dans le secteur de la diététique masseur, pour aider les consommateurs, et qu'on était en train vraiment de le faire. Et c'est cette notion-là de communauté dès le début que tu as fait, il y a presque plus de 10 ans. Tu as été le pionnier des DNVB, clairement. Tu as demandé à ton consommateur, tu as évolué avec eux, c'est ce que je voulais savoir tout à l'heure. C'est incroyable. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'avait pas le choix. En fait, on n'avait pas le choix parce que le seul truc qu'on avait qui coûtait pas d'argent à l'époque, c'était les réseaux sociaux. Donc, comment on a fait? On dit on doit communiquer. J'ai pas trop d'argent. Ok, viens, on utilise les réseaux sociaux, quoi. Je vais poser la question. C'est très ce que tu dis. Ça me fait penser vraiment à Edouard de The Braderie. Qui a développé sa marque. Et il a dit, on était 3 semaines à Biarritz, j'ai écouté son podcast, il arrive et il dit, je commence à appeler les marques, mais je l'appelle pas pour le vendre quelque chose, j'appelle pour co-construire. Je pose des questions, je regarde si potentiellement l'idée que j'ai dans ma tête pourrait potentiellement arriver à quelque chose. Et c'est tout l'idée d'avoir une communauté finalement aussi, tu évolues et tes meilleurs partenaires sont tes clients. Absolument. Ok. On a fait pas mal d'ajustements grâce au retour de nos consommateurs. Par exemple, on a changé, je me rappelle la recette du spéculoos où il y avait peut-être un peu trop de cannelle, on a diminué la cannelle. Là dernièrement, il y avait beaucoup de problématiques qui étaient liées à nos plats salés. On a changé l'entièreté de tous nos plats salés, on a refait toutes les recettes. Et maintenant ils sont vraiment exceptionnels, donc je suis vraiment très content d'avoir réussi à être encore une fois poussé par les consommateurs où il y avait des gens qui n'arrivaient pas forcément à bien les faire. Et là aujourd'hui on a complètement tout changé, on a changé plein d'ingrédients, on a fait tout ce travail là, mais voilà, à chaque fois il faut toujours de toute façon écouter son consommateur, être customer centrique, c'est fondamental. Et c'est vrai que plus on est gros, plus c'est difficile de le faire et de bouger, on va dire rapidement en tout cas les curseurs. Voilà, modifier les choses en cours de route, c'est toujours délicat. Ok, la conception du produit, elle est là. Tu as demandé à tes consommateurs. Je voudrais revenir sur la stratégie marketing aussi. Ton avis, tu t'es arrivé, tu as tout de suite parlé du livre, du marketing, des petits éléments, des couleurs ici qui t'est dit, ok, bon là, il y a quelque chose, il y a la volonté du détail qui est là. Dans la stratégie marketing de croissance de SoShape, qu'est-ce que vous avez pu faire? Quelles sont les actions? On a aussi parlé d'influence à l'époque. Raconte-moi un petit peu ce parcours. Dans les débuts, la stratégie marketing, déjà, c'était d'avoir une marque qui était extrêmement authentique. Donc ça, c'était important. On a voulu faire une marque qui désamorce énormément d'idées préconçues sur la minceur et d'idées aussi que les gens pouvaient avoir. C'est pas bon.
Ouais, Ça marche pas. c'est pas bon, ça marche pas. Et puis aussi, les fausses excuses qui pouvaient se trouver en mode ouais, mais en fait, c'est bon, c'est de l'avocat, c'est du bon gras. Oui, en fait, l'huile d'olive aussi, c'est du bon gras. Et puis en fait, à un moment, le gras, il faut bien qu'il aille quelque part. Donc, il y avait beaucoup aussi d'idées préconçues dans ce domaine-là. Et en fait, l'identité de marque, elle s'est surtout créée sur une marque qui était fun, qui dédramatise la minceur pour une fois, où il n'y a pas de mal à un moment à faire attention à ce qu'on mange. Et donc ça a été quand même un contre-pied énorme sur ce secteur-là, où tout était codifié en mode vert ou pharmaceutique, etc. Il n'y avait pas grand-chose qui était fun. D'un point de vue croissance, ce qui nous a bien aidé, c'est vrai qu'on est arrivé dans un moment où c'était le démarrage d'un réseau social, Instagram, où on a énormément capitalisé sur Instagram. On a quand même dans les démarrages mis du temps à pouvoir commencer à faire du pay ads, c'est-à-dire qu'en fait le marketing ads on savait pas le faire pendant peut-être 1 an ou 2 ans. Donc, on est en quelle année là Là on est peut-être en 2015-2016. On commençait, on était au balbutiement du pay ads, on se dit ah ok il faut faire comme ci, faire comme ça, c'était pas évident. Et en fait à un moment je pense qu'on a aussi commencé à comprendre comment ça fonctionnait. On a fait les recrutements qu'il fallait et on a démarré à vraiment augmenter nos budgets sur le Pay Ads doucement. Et c'est ce qui nous a permis de franchir, on va dire, certains paliers. Ok. Dès les débuts, ces paliers d'ads et de ROAS, c'était des questions que tu avais déjà depuis le 2016. Tu as été aussi là-dessus. Ça a été pour toi un très bon levier, en tout cas l'ADS, il y a quelques époques. Et en plus, l'avantage, c'est que tu as eu du coup l'avantage de ne pas avoir tous les problèmes qu'ont aujourd'hui les marques e-commerce qui font de la publicité en ligne avec iOS 14, les cookies, les machins. Déjà, franchement, ça a aidé énormément. Après, je te cache pas, on est aussi sur un produit pour lequel il y a un énorme besoin. Donc, c'est pas un produit, on va dire, gadget. Il y a un besoin pour les gens d'avoir un outil de contrôle du poids, de pouvoir vraiment trouver une solution qui est efficace et saine et qui permet vraiment de contrôler son poids. Bon, bah, c'est sûr que quand on vend un t-shirt, je te dis un truc, j'ai rien contre les gens qui vendent des t-shirts, mais bah, c'est plus difficile. Il faut vraiment que ce soit un t-shirt, on va dire, qui apporte une vraie plus-value sur le marché. Et c'est dans ce cadre-là que tu vois les gens comme Asphalt, bah ouais, ils font le travail qu'il faut, justement. Ils sont sur le high-end product. Et c'est l'obligation qu'en fait est posée par les réseaux sociaux. Si tu fais un produit banal qui se retrouve partout, tu vas vite te rendre compte qu'à un moment, en e-commerce, on va pouvoir aller l'acheter très rapidement sur Amazon ou AliExpress. Et surtout du coup, surtout aujourd'hui. Donc là, il faut vraiment se poser la question, ok, c'est quoi ma plus-value sur le marché? Est-ce que le produit que je vends, c'est un produit qui vraiment répond à un besoin et moi, j'y réponds de façon bien mieux que les autres, ou je suis sur un mode de distribution, je vends le même produit que les autres, sauf qu'en fait, je le vends en e-commerce. Alors justement, si tu vends bien ce produit aujourd'hui qui fonctionne avec un bon marketing, tu es disruptif, tu es innovant et tu as une bonne proposition de valeur, comment tu fais aujourd'hui, comment tu as fait pour te dire, maintenant que ça fonctionne, il faut que j'aille le montrer à un maximum de monde? Alors en fait déjà, on a mis du temps à faire en sorte que ça fonctionne. C'est-à-dire que notre produit et notre offre, on l'a fait énormément évoluer là pendant toutes ces années, mais de façon complètement magistrale. On a eu beaucoup de défis technologiques et de défis industriels sur la production. On a eu beaucoup de défis de recherche et développement. Sochep, c'est à quel âge, pardon? Sochep, ça a presque 10 ans maintenant. Presque 10 ans. Et donc, en 10 ans, on est passé d'une gamme où on avait 5 produits à peut-être une trentaine, une quarantaine de produits différents. Et donc, c'est vrai que tous ces produits-là ont été changés de fond en comble au fur et à mesure pour pouvoir s'adapter aux exigences du consommateur, notamment les produits salés qu'on faisait il y a 5 ans. Aujourd'hui, quand je les regarde, je suis en mode vraiment, on est désolé, quoi. Et pourtant, il y a 5 ans, quand on les a sortis, à chaque fois, on s'est dit waouh, c'est le top de ce qui se fait. Et c'est vrai que c'était le top de ce qui se fait. Maintenant, c'est pas parce que c'est le top de ce qui se fait que c'est le top pour le consommateur. Complètement. Donc en fait, on s'est toujours, on va dire, rechallenger pour refaire et refaire. Et donc c'est vrai que avant de se dire ouais, c'est super, on a le savoir-faire, maintenant il faut le faire savoir. Et ben en fait, on a beaucoup travaillé sur notre savoir-faire, on a repeaufiné énormément nos formules. Et là, dernièrement, il y a eu beaucoup de changements qui ont été liés avec la guerre en Ukraine, avec l'augmentation de l'inflation et des matières premières et des ingrédients qui peuvent, on va dire, changer, notamment le blé, etc., qu'on retrouve, coûte plus cher, les protéines, la logistique pour amener tout ça. Et donc, en fait, il a fallu, nous, qu'on travaille énormément à refaire nos formules, déjà,
non plus même pour un besoin consommateur, mais pour un besoin juste de conserver les marges et de sourcing. Sauf qu'en fait, on s'est dit, attends, tant qu'à faire, vu qu'on doit tout rechanger, viens, on fait un truc encore mieux, encore une fois. Et c'est là, en fait, où on a retravaillé et avec nos consommateurs et on a trouvé plein de nouveaux ingrédients qui sont sur des filières, on va dire, françaises en plus. Donc on a vraiment rapproché Bravo, engagement français. Ouais, on a rapproché vraiment des circuits courts pour les ingrédients, où on a un savoir-faire français honnêtement sur l'alimentation incroyable. Vraiment tout ce qui est agro en France, on a énormément de savoir-faire et on travaille avec un tissu industriel français énorme et on est très content de ça d'ailleurs. Bravo, on va et parler du coup, juste pour te finir, et ben clairement à chaque fois en fait on a dû repeaufiner ces formules-là. Okay. Donc aujourd'hui, je pense qu'on arrive à un certain point de, on va dire, vraiment où les formules sont vraiment au top, notamment sur la partie salée où il y avait besoin d'un retravail. Okay. Et là maintenant, oui, on commence à ouvrir davantage notre façon de redistribuer le produit et d'aller sur d'autres canaux de vente. Justement, j'allais te parler de l'acquisition aujourd'hui en 2023, donc rapidement, depuis 10 ans, tu t'es fait connaître par beaucoup de moyens, dont la publicité, comme tu as dit. Aujourd'hui, en 2023, c'est quoi une bonne stratégie d'acquisition? Maintenant, comme tu l'as dit, tu es confiant sur tous les produits et les consommateurs ont pu te faire des retours sur les produits que tu as fait. Exact. Tu as une gamme aujourd'hui qui plaît, complète, avec beaucoup de substituts, avec le gâteau, avec le cookie que vous avez lancé, avec le salé et le sucré. Ouais, on a beaucoup d'alternatives aujourd'hui. Donc on a premièrement, on a une difficulté qui est d'avoir plusieurs gammes de produits qui répondent à des besoins différents, puisqu'on a une gamme à viser vraiment challenge minceur. On a une gamme qui est justement aussi pour le maintien de poids avec des snacks sains qu'on peut utiliser dans le quotidien. On vient de lancer aussi une nouvelle gamme d'hydratation. Il y a avec Walter. Il y a des nouveaux produits qui vont arriver prochainement encore une fois. Et donc tout ça doit, on va Walter, dire... c'est l'eau en carton là. C'est que tu peux commander l'eau, tu n'as plus besoin de plastique. Non, pas du tout. Non, c'est pas ça. Non, ça c'est encore c'est encore autre chose. C'est pas nous. c'est pas nous. C'est quoi Walter? C'est Walter by SoChef, ce qu'on a fait nous. En fait, c'est une solution qui permet de boire plus d'eau et boire mieux d'eau avec des mini mix aromatiques, avec des arômes naturels. On a plein de goûts différents qu'on met dans son eau et qui permet de boire davantage avec des vitamines C naturelles, du magnésium naturel. Donc boire plus pour boire mieux, c'est très important. Fabuleux. Parce qu'on ne boit pas assez. T'as raison, et en fait, on ne boit pas assez ici. On ne boit pas assez. Et en fait, le cerveau humain ne sait pas reconnaître l'envie de boire de l'envie de manger. Okay. Donc en fait, parfois, tu manges un truc, alors en fait, tu avais juste soif. Okay. Donc buvons. Mais il me semble que boire aussi un grand verre d'eau juste avant de manger, ça te coupe un peu la faim. Ouais, non, mais... Moi, c'est ce que je fais. Mais je bois normalement 6 litres d'eau par jour. Il faut boire beaucoup. En fait, vraiment, personne ne boit suffisamment. Et on ne boit pas suffisamment parce que soit c'est des sodas et des choses comme ça, soit en fait, en vrai, c'est des jus et c'est très sucré. Donc, il fallait une solution qui permettait de transformer un peu notre eau en quelque chose de sympathique, mais sans que ça soit chimique. Et c'est dans ce cadre-là on a intervenu avec des produits, en tout cas, qui permettent d'aromatiser son eau de façon naturelle. Ok. Et donc, tu parlais de nouveaux canaux de distribution. Et effectivement, il y a des nouveaux canaux. Alors, tu me parlais justement de c'est quoi une bonne stratégie, on va dire, de distribution de son message marketing. La bonne stratégie, c'est la secret sauce de chaque société. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut faire très attention à l'attribution. Ok. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, à un moment, pourquoi je te parle de secret sauce, c'est-à-dire qu'en fait, on va faire des ads différents sur différentes plateformes, puisqu'aujourd'hui, il y a plein de plateformes différentes. Tu as Snap, tu as Insta, tu as Facebook, tu as TikTok, tu as aussi l'influence marketing, tu peux aussi avoir des bannières, tu peux avoir des pré-rolls YouTube. Tu peux avoir du parrainage. Et tu peux avoir du parrainage. Et donc, à la limite, ça se traque mieux le parrainage. Mais quand tu es dans cette constellation d'ads différents, on a un problème de dire ok, mais qu'est-ce qui marche pas. Et en fait, c'est tout le problème, c'est comme la Macarena, tu vois. C'est-à-dire que tu l'as écouté sur Fun Radio, ou tu l'as écouté sur RMC ou sur Skyrock. À la fin, tu vas acheter le CD de la Macarena. Mais pourquoi? Parce que tu l'as acheté parce qu'à la fin tu l'as écouté sur Skyrock, ou parce que tu l'as entendu finalement sur toutes ces radios plein de fois. Et donc c'est là où tu te dis en fait, en vrai, ce qui compte, c'est un espèce de grand mix marketing. Et je peux pas. Et l'erreur fatale, c'est de se dire c'est cette pub qui marche vachement bien, on va mettre tout le budget là-dessus.
Donc toi, tu étais déjà conscient tout au long de ces années de l'attribution, et encore plus aujourd'hui, étant donné qu'en plus, il y a des problèmes avec iOS 14 et autres, enfin, le fameux problème qu'on a eu avec iOS 14 qui bloquait les cookies aujourd'hui, avec en plus de nouvelles stratégies qui peuvent sortir de terre. Mais il faut garder cette notion d'attribution, puisque, et c'est ce que aussi on peut voir sur d'autres comptes, globalement, tu peux pas prendre la bonne décision si tu n'as pas le bon ROS. En fait, si tu sais pas exactement où est-ce qu'est ton ROS, tu peux pas savoir justement comment allouer les budgets correctement. Aujourd'hui, tu te fais accompagner sur une agence ? Non. On fait tout ça en interne. Depuis le début, de toute façon, tu as compris qu'on a commencé à travailler sur ça très en amont sur le marketing digital. Tout à fait. Donc, on a typiquement notre agence digitale in-house. Donc, on a toute notre équipe de diffusion d'ads et de gestion, on va dire, de l'achat média. Et en même temps de la création, puisqu'on a toute une agence créa qui est à l'intérieur de SoShape. Donc on a tout ça qui est in-house. Excellent, tout internalisé. On a tout internalisé. Pour avoir tout de suite les mains et le contrôle. Et pour comprendre. En tant que dirigeant, c'est important. Pour comprendre en fait, surtout, c'est très important. Parce que si on ne sait pas vendre notre produit, alors dans ce cas-là, on est un peu foutu. On va du coup devoir être vendu, ce qui n'est pas la même chose. Est-ce que tu as... Enfin, je fais une transition un peu facile, mais globalement aujourd'hui je sais que tu es discret sur la place publique, des entrepreneurs en tout cas e-commerce, comparé à certains, c'est surtout comparé à certains, je dis pas que tu es forcément toi discret ou autre, mais c'est vraiment comparé à certains, comparé à cette envie aujourd'hui en 2023, voire 2024, d'être sur LinkedIn, et je vais parler de LinkedIn, il faut être un entrepreneur qui va aller se mouiller, il faut être un entrepreneur qui va aller montrer ses journées. Alors, il y en a qui aiment pas, il y en a qui aiment, pied gauche, pied droit, je me suis levé avec... Il faut. Pourquoi ? Est-ce que moi, à la fin, ça va me permettre d'avoir plus de consommateurs, de faire du personal branding de Steven ? Je pense qu'en fait, il faut faire très attention à ça. Si on est un entrepreneur qui est dédié à sa mission, alors sa mission, en tout cas la mienne aujourd'hui, c'est de faire en sorte d'avoir le meilleur produit du marché qui permet d'aider au maximum les consommateurs à atteindre leurs objectifs minceur ou leurs objectifs de gestion et de contrôle du poids. Ça, c'est bon, ça, c'est validé. Ok, ça, c'est validé. Mais dans ce cas-là, que je raconte mes journées sur LinkedIn et que j'explique mes stratégies, on va dire, de management ou sur LinkedIn, ça va m'aider en quoi ? Alors, une seule chose, ça va permettre peut-être de me rendre plus ou moins sympathique, ou moins, parce que plus ou moins. Tu peux avoir aussi. Parce qu'en fait, à tout moment. Ce qui fonctionne sur LinkedIn, c'est être clivant, c'est faire un peu la séparation d'audience entre je suis comme ça. Il y en a qui arrivent très bien, dont Oussama Ammar par exemple. Oui, mais alors Oussama Ammar, c'est l'exemple type de quelqu'un de clivant. Ça, c'est sûr. Au moins, il existe. Ça, c'est certain. Je le connais très bien d'ailleurs. Néanmoins, aujourd'hui, moi, je suis une marque B2C. Donc, dans le B2C, ce qui m'intéresse, moi, c'est le consommateur. Et le consommateur, il n'est pas forcément sur LinkedIn. LinkedIn, c'est une plateforme qui est vachement bien pour le B2B. Donc, si je devais voir l'intérêt de me montrer aujourd'hui davantage, moi, sur LinkedIn, je ne suis pas sûr. Maintenant, le seul avantage que ce serait de montrer davantage de choses que fait SoShape de façon à créer peut-être une meilleure marque employeur pour attirer de nouveaux talents. Mais c'est la seule chose. Ça, c'est fait. La marque SoShape sur LinkedIn, elle est plutôt active. Je pense qu'on peut encore faire. On peut mieux faire, j'imagine. Voilà. Mais ça n'a pas été notre focus principal. Évidemment, parce qu'elle n'est pas là non plus ta source d'acquisition. Mais justement, ma question alors serait la suivante. Aujourd'hui, si tu n'avais pas lancé SoShape avant en 2010 ou en 2012, est-ce que si tu devais le lancer aujourd'hui, tu le ferais avec LinkedIn ? Étant donné que certains entrepreneurs le font avec LinkedIn et réussissent avec LinkedIn. Je pense pas que LinkedIn ça soit vraiment pour moi, pas du tout. Mais en revanche, tu vois, tu me parles de personal branding en tant qu'entrepreneur. Je pense que les consommateurs qui ne sont pas sur LinkedIn aiment en tout cas voir des entrepreneurs qui sont dans une mission impliqués avec du storytelling, avec voilà ce qu'on est en train de faire, voilà le produit qu'on est en train de faire, voilà les challenges qu'on est en train de remonter, voilà ce nouvel ingrédient qu'on a mis à l'intérieur de ce produit exprès pour vous. Donc qu'on leur parle à eux parce que c'est eux qui nous achètent. Et donc franchement, à la fin, ils ont besoin de comprendre aussi la démarche entrepreneuriale. Je trouve que nous, par exemple, chez SoShape, on ne l'a pas suffisamment fait d'expliquer tout ce qui se cache derrière. Il y a 1 milliard de choses qu'on fait et qu'on ne dit pas. Et c'est dommage, je trouve, parce qu'on aurait dû plus en parler. À travers quoi, des TikTok aujourd'hui ?
Ouais, il y a plein de choses qu'on peut C'est vrai, faire. parce que ta cible elle est là-bas et finalement, alors évidemment LinkedIn est un canal d'acquisition, un canal de pouvoir prendre la parole, c'est une prise de parole avec des gens comme moi et autres qui sont sur LinkedIn, potentiellement pas tes consommateurs directs, c'est vrai, mais c'est très intéressant ce que tu dis vis-à-vis du backstage et de montrer vraiment toutes les facettes d'une entreprise e-commerce, comment on réussit et comment toi en tant que fondateur tu es impliqué dans ta marque, tu respires et c'est ce qu'on avait vu aussi sur la vidéo de The Family à l'époque, il y avait des entrepreneurs qui étaient un peu bateaux quoi, sur l'envie de réussir sur Après, la business. chacun prend le temps qu'il faut pour, on va dire, pour éclore. Et je pense que c'est grâce au retour et au challenge qu'on vit, qui nous permettent vraiment, les épreuves qu'on traverse, de s'améliorer. Moi, franchement, dans mes débuts de SoShape, je te cache pas, je me regarde aujourd'hui, je me serais même pas associé avec moi-même. J'étais nul. Vraiment, je me dis, qui est ce type, quoi. Okay. Donc, on grandit énormément. L'assurance vient aussi au fur et à mesure. Okay. On fait des erreurs. Même aujourd'hui, est-ce qu'on est sûr de soi? Je pense qu'il faut toujours douter. C'est très important. Donc, se remettre en question. Se remettre en question, douter, c'est très important. Maintenant, tu vois, tu me parlais de LinkedIn. Clairement, raconter le storytelling. En fait, le storytelling que tu vas raconter sur LinkedIn, il doit être intéressant. S'il doit être intéressant, alors il doit être intéressant et sur LinkedIn, et sur Insta, et sur TikTok. Il doit être intéressant partout. Okay. Donc, en fait... L'avantage de LinkedIn aussi, c'est que tu parles à des entrepreneurs. Tu parles à des entrepreneurs potentiellement e-commerce qui ont en face de toi les mêmes problèmes. Alors, est-ce que le mec, il va raconter? Ça dépend ce qu'il raconte. S'il raconte qu'il s'est levé du pied gauche un matin ou du pied droit, bon, ça, à la limite, chacun son personnage. Honnêtement, est-ce que tu penses que j'ai 5 minutes dans ma journée pour regarder les interviews de mes copains entrepreneurs sur LinkedIn? On n'a même pas le temps de se voir. Donc, clairement... J'espère que tu verras l'émission. J'espère que je verrai cette émission. 5 minutes. Mais c'est vrai que je passe pas ma vie sur LinkedIn. J'y vais une fois par mois. Et j'ai pas le temps de voir qui fait quoi parce que je suis extrêmement consacré sur ma mission. Et je pense qu'en vrai, c'est très important d'avoir cette intégrité en tant qu'entrepreneur, de travailler sur sa boîte et pas sur sa personne. C'est ce que je veux aussi de ce moment un petit peu débat avec toi sur LinkedIn parce que, enfin, encore une fois sur LinkedIn ou personal branding, parce qu'encore une fois, toi, ça t'a pas servi pour réussir avec SoShape. Qu'est-ce que c'est réussir? On ne sait pas encore, mais pour aller et pour faire de SoShape ce qu'est SoShape aujourd'hui. Et pourtant, aujourd'hui, dans les stratégies d'acquisition, je le vois bien, il faut se mouiller, il faut se montrer sur LinkedIn. Il y a beaucoup de marques qui ont réussi grâce à LinkedIn. Moi, il y en a un qui me vient en tête, évidemment, c'est Respire. Respire et Justine Hutto qui a montré patte blanche. Alors, elle avait aussi une grosse communauté, il me semble, de sportifs sur Instagram à l'époque. Mais c'est montrer son quotidien, montrer que tu es impliqué, montrer que tu fais des choses et que tu avances. Et finalement, même si c'est pas tes consommateurs directs, ce sont aussi des prescripteurs. Moi, j'ai été prescripteur de beaucoup de marques vis-à-vis de mon entourage, dont Respire, dont The Braderie, dont il y en a plein qui peuvent venir en tête. Et je pense que c'est important aujourd'hui, en tout cas, si je devais me lancer aujourd'hui dans l'e-commerce, je pense que je prendrais LinkedIn aussi comme une grosse source de prise de parole sur mon business. Et là aussi, il y a une question qui se pose. Est-ce que tu t'autoriserais, si tu étais sur LinkedIn, à parler d'actualité et à prendre la parole en tant qu'entrepreneur e-commerce? C'est une question de temps et de focus. Okay. Et à la fin, on parle de ROI. Donc, du coup, c'est quoi mon temps, c'est quoi mon focus? Est-ce qu'il vaut mieux que je passe mon temps à développer un nouveau produit révolutionnaire ou que j'en parle sur LinkedIn? Il y avait une fameuse pub des frites McCain. Tu te rappelles ou pas? Non. Elle était géniale. Ils disaient ceux qui en parlent le plus, qui en mangent le moins. Pas mal. Et oui, parce qu'ils parlent. Pas mal. Super. Et en fait, mais ils en mangent pas. Et moi, je suis toujours très consacré à justement vérifier que mon temps est toujours créateur de valeur. Et pendant que je suis en train de parler sur LinkedIn, je suis pas sûr que je crée énormément de valeur tout de suite. Et pendant que tu parles au micro là. Et là, pendant que je parle au micro, je te fais un vrai, on va dire, don de mon temps avec toi et avec plaisir parce que je sais que voilà, on a plein de sujets à voir ensemble. Mais c'est vrai que c'est pas un exercice que je fais souvent parce que, encore une fois, les journées passent très vite. Et t'es concentré sur le business. Exactement. Et ça s'est vu, belle croissance. Justement, on en a peu parlé aujourd'hui des chiffres de SoShape rapidement en termes de nombre de clients. Il me semblait qu'on était à plus de 300 000, quelque chose comme ça. On est à plus de 400 000 clients aujourd'hui. 400 000 clients. Ouais. En France et à l'international? Ouais. Ok. C'est vrai que c'est des datas que nous, on regarde à peine. Hein, parce qu'on est focalisé encore une fois sur vraiment... plein d'autres aspects. On a beaucoup de travail encore à faire sur plein Vous êtes combien aujourd'hui, si je sais? On est presque... En tout, on est une 60aine. Ok. Dans le groupe.
Le groupe SoShape, avec les équipes créales, avec tout, avec marketing. la logistique, avec tout ça. Ok, excellent. On a effectivement beaucoup de choses à voir. Et justement, il y a une petite rubrique dans l'émission que j'aime bien. C'est une série de questions où tu vas pouvoir vraiment donner ton avis sur l'une ou l'autre des réponses. On va démarrer tout de suite. Okay. C'est une séquence qui a l'objectif d'être récurrente. Tu vois, c'est vraiment sur le business e-commerce. Vas-y. Première question. Alors, lancement rapide de produit ou perfection avant lancement? Je crois que j'ai ma réponse. Vis-à-vis de SoShape. Ouais, c'est une très très bonne question. Elle est très difficile cette question. Peu importe si tu perfectionnes au maximum, de toute façon, à un moment, il faut lancer. Et à un moment, quand tu lances, tu te rends compte aussi des problématiques que tu as. Okay. Et à la fin, tu refais évoluer ton produit de toute façon. Okay. Donc, je pense que c'est important de ne pas non plus perfectionner trop. Il faut foncer, il faut lancer. Il faut lancer quand même un MVP qui est quand même très qualitatif et qui met une claque dans la tête sur le marché à tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, si tu sors quelque chose, alors il faut qu'il y ait une vraie plus-value sur le marché. Sinon, en fait, ne sors pas ton truc. Donc, il faut quand même réussir à sortir un MVP qui est suffisamment qualitatif pour vraiment dépasser de loin ce qui est l'état de l'art actuel. Mais de toute façon, il va devoir être repaufiné après. Donc, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut le lancer le plus vite possible. Très bien, merci Steven. Recrutement de talent junior ou senior? Ça dépend de ta phase de ta société. Nous, on a eu des très bonnes surprises avec des juniors. On a eu de très bonnes surprises aussi avec des seniors. On a eu des très grosses déceptions avec des seniors aussi. Et des juniors, j'imagine. Et des juniors aussi. Donc, je pense qu'en fait, le talent des gens n'attend pas le poids des années. Quand les gens sont géniaux, ils sont géniaux. Terminé. C'est pas ni senior ni junior. Quand ils sont bons, moi, tu me parles pas d'âge. C'est ça. Moi, tu me parles pas d'âge. Ouais. C'est la fameuse phrase d'Mbappé, tu me parles pas d'âge en gros. Non, mais c'est vrai, tu vois. Si t'as du talent à 21 ans. Mais là, par exemple, on a une nouvelle recrue qui vient d'arriver. Je crois que le jeune homme, il a peut-être 19-20 ans. Il est exceptionnel. Alors qu'en fait, au niveau d'un nouveau service que je suis en train de mettre en place sur le coaching expert en nutrition. Okay. Et en fait, c'est un jeune homme extrêmement dynamique et vraiment dédié, driven. Et franchement, il fait plaisir, quoi. Et de temps en temps, tu as aussi des gens qui sont un peu plus âgés, qui arrivent avec de la seniorité. Et ils se retrouvent dans une start-up en mode « Ah ouais, en fait, c'est vachement bien parce que ça bouge grave. Ici, on peut faire des trucs. » Et c'est vrai qu'ils viennent parfois des entreprises, aussi, exactement, des entreprises qui ont un management peut-être plus archaïque et qui n'ont pas, on va dire, ce dynamisme-là qu'on peut retrouver chez nous. Ok. Merci. Taux de conversion ou volume de trafic? Et franchement, je peux même pas te répondre à ces questions-là. Je peux pas te répondre parce qu'en fait, je les connais pas si bien que ça et je pense qu'ils évoluent au fur et à mesure beaucoup en fonction des sources de trafic. Donc en fait, tu as plein de taux de conversion qui dépendent beaucoup de tes sources de trafic. Typiquement, demain, je vais aller chercher des gens qui sont très éloignés de ma cible justement pour aller faire des tests. Forcément, quand je vais faire ça, je vais bouger mon taux de conversion. Donc c'est à mon niveau, en tout cas, il faut vraiment voir le taux de conversion par source de trafic. Okay. C'est très important. Ok, intéressant. Alors, une question qui va me permettre aussi de faire mon fameux spot publicitaire à la fin parce que je l'ai pas fait. Prioriser la rentabilité ou la croissance? Ça dépend des époques. Okay. Et aujourd'hui, je pense que l'époque est à la rentabilité. Okay. Et donc, il faut croître de façon saine. Et en plus, de toute façon, si demain, on se retrouve en phase de fonds d'investissement, c'est très marrant parce qu'ils veulent tout. On veut et de la super croissance et de la super renta. Et du cash qui sort. Et alors, comment on fait et en fait, c'est la grande question que tout le monde se pose. Comment on fait pour faire ça? C'est le Saint Graal. Okay. C'est pratiquement impossible à faire de toute façon, puisqu'à un moment, pour croître, il faut investir. Et maintenant, ce qui, je pense, est le plus important, c'est d'avoir comme un business model qui est sain et de faire très attention à sa rentabilité parce que de toute façon, à un moment... y a une vraie question qui se pose, c'est comment on rembourse tout ça. Ok. Justement, on a peu parlé tout à l'heure finalement du financement. Tu avais parlé des premiers fonds que tu avais mis dans la boîte avec le prêt. Il y a eu une levée à un moment donné. Il y a eu quelque chose. Justement, en vrai, à un moment, je pense qu'on a levé pour les mauvaises raisons, puisque on avait quand même un besoin très de se sécuriser. Okay. Parce qu'on avait lancé quelque chose.
Ça commence à bien fonctionner. C'était la fameuse étape de consolidation. Et en fait, on s'est dit, waouh, mais en fait, demain, il me manque 20 000 euros et en fait, je plante la boîte. Donc, c'est un peu dommage. Tout ça. Donc, on a levé des fonds pour essayer vraiment de consolider et de sécuriser la boîte. On a, je pense, levé avec les mauvaises personnes. Et derrière, on a dû faire un rachat de toutes les parts qui nous a coûté extrêmement cher. Donc, ça a été très douloureux. On était en quelle année ? 2016. Ouais, on a eu de vrais problèmes compliqués dès le début tout à ce niveau-là. Et c'est vrai que il manquait des solutions. Moi, je me rappelle avoir été auprès des banques et en fait, ils comprenaient pas du tout ce qu'on était en train de faire. Moi, je me rappelle un jour, je vais chez une banque et on leur explique tout ce qu'on fait, etc. Puis à la fin, on m'a dit non mais c'est vraiment génial, mais j'ai pas compris un truc. C'est quoi Instagram? Et là, quand elle a dit c'est quoi Instagram? J'étais en mode, ok, c'est foutu quoi. Genre, c'est ça. C'est vraiment, genre, les bras me sont tombés. Je fais, ça fait 2 heures, je parle pour rien quoi. C'est catastrophique. Et c'est ce que tu peux aussi potentiellement avoir aujourd'hui. Alors, non pas avec Instagram, mais c'est les banques qui vont pas forcément comprendre les enjeux d'un entrepreneur e-commerce, ses besoins, où est-ce qu'il doit placer son argent, comment il doit dépenser. Et surtout, je pense, la rapidité d'exécution. Un entrepreneur e-commerce, si tu as 20 000 euros d'écart et que tu es prêt à couler ta boîte à un moment donné, putain, tu as besoin d'avoir une réponse tout de suite. Donne-moi tout de suite de l'aide ou pas. Honnêtement, c'est vrai qu'il y a une lenteur au niveau des banques pour des décisions qui n'ont aucun sens, avec 250 000 papiers. Ils sont absolument pas structurés sur le fait de faire en sorte que les choses se réalisent. Ils se rendent pas compte, mais tu vois, par exemple, les banques, je pense que ce sont les employés qui ont dans ce secteur-là qui ont le plus de vacances que tout le monde quoi. Ils ont genre dans le secteur bancaire, c'est connu, ils ont des vacances mais grave. Sauf que nous en fait en vrai vous en prenez pas. On n'en prend pas, on est entrepreneur et en fait en vrai l'entrepreneur c'est celui qui fait quand même bien fonctionner la banque. Et j'ai envie de te dire que tu sois au mois de mai, au mois de juin, au mois de juillet, genre à un moment, tu as besoin d'un financement, c'est maintenant. Ah oui, bon, on en reparlera à la rentrée. Non, mais c'est pas des phrases que tu as envie d'entendre déjà. Maintenant aussi, c'est des gens à qui il faut savoir présenter les choses. C'est comme des investisseurs, il faut savoir leur présenter des choses. Et c'est vrai que ça aussi, on apprend à le faire au fur et à mesure des interactions. Mais ce qui est très important, c'est vraiment de trouver le bon interlocuteur bancaire. Il y a des banquiers qui sont vraiment géniaux aussi. Il faut savoir les trouver. Il faut savoir trouver les bons interlocuteurs. Il faut savoir trouver comme partout des gens compétents parce qu'il y a plein de solutions bancaires qui existent pour plein de types de business. Et on peut aussi trouver des solutions alternatives. Et on a plein de solutions alternatives aujourd'hui qui effectivement existent. C'est vrai. Et je pense que ce qui est le plus difficile, en tout cas dans le e-commerce, c'est le financement de stock en tout cas. Ça, c'est pas évident. Et ça... Pourquoi c'est pas évident ? Parce qu'en fait, le financement de stock, des fois, quand pour avoir certaines marges, où tu es obligé d'aller faire des grandes quantités, et en plus, ces grandes quantités, il faut aussi aller les stocker. Donc, tu as besoin de grandes capacités de stockage. Et après, les vendre. Et après, il faut les vendre, et comment, et pourquoi. Bref, en tout cas, ce stock-là, il a une valeur, et il faut le financer. Ok, très bien. Et ben justement, aujourd'hui, ce podcast est réalisé grâce à Unlimited. Unlimited, qu'est-ce que c'est ? C'est la solution alternative pour e-commerçants pour financer leur croissance. On va aller apporter cette fameuse ligne de crédit, ce boost de trésorerie qui t'a permis aussi, Steven, à des moments, de pouvoir payer tes stocks, de pouvoir payer tes fournisseurs. Donc, c'est du financement de stock, financement de factures fournisseurs. Il y a aussi des financements à des fins marketing. Donc, on a parlé aussi de pouvoir vendre. Si tu as déjà beaucoup de stocks, tu peux aussi vendre. Et donc, aujourd'hui, on va de 10 000 à 250 000 euros pour la première ligne de crédit. Notre avantage, c'est qu'on est très adapté au business. Et c'est vraiment ça que je voudrais mentionner aujourd'hui. C'est qu'on s'adapte au business e-commerce, on s'adapte à l'entrepreneur et à ses besoins. Et aussi à ses besoins de capacité de remboursement. Donc, notre modèle, c'est de pouvoir se rembourser sur le chiffre d'affaires. On va aller prélever un pourcentage sur le chiffre d'affaires hebdomadaire de la boîte qui va nous permettre du coup de rembourser le prêt. L'entrepreneur a 12 mois pour rembourser. La plupart du temps, en 3 mois, c'est réglé. Parce qu'il a une belle croissance et que ça marche bien et que derrière, avec l'argent, il peut faire beaucoup plus d'argent. C'est de l'argent, c'est de l'investissement de l'argent qui va permettre de faire de l'argent. Et derrière, ils reprennent un prêt. Donc, on a aujourd'hui, vraiment, c'est impressionnant parce que la solution, elle aide l'entrepreneur. Nous, on rend service. En plus de rendre du service par l'argent, on va aussi accompagner l'entrepreneur e-commerce dans le déploiement et dans la dépense de ce fonds.
de ces financements avec un réseau de partenaires. Donc ça aussi, c'est cool parce que je sais que moi-même, je t'ai présenté quelques personnes dans l'écosystème. Exact. J'en ai présenté beaucoup. Je t'ai présenté un client aussi à toi. On va y revenir à cette solution très prochainement. Mais donc, c'est vrai que c'est une belle solution alternative. Alors que ce soit aussi la nôtre ou celle de nos concurrents, aujourd'hui, je pense que pour un entrepreneur e-commerce, c'est important d'aller connaître ces solutions. C'est d'ailleurs la raison pourquoi on fait ce podcast aussi, pour te faire parler. Écoute, franchement, Sacha, déjà, le truc, c'est que tu comprends bien que puisqu'à un moment, on a eu besoin de sécuriser le business, on a dû aller lever de l'argent auprès de gens qui n'allaient pas et on a dû rembourser tout cet argent à un niveau très douloureux. Et si à l'époque, il y avait eu des solutions comme Unlimited ou des banquiers qui avaient peut-être une oreille plus attentive à ce qu'on était en train de faire, parce que la DNVB, il y a 10 ans, on comprenait rien. Eux, ils savaient bien financer des crêperies, ça, il n'y avait pas de problème. Ça, ils comprenaient. On vend une crêpe dans un magasin, ça, c'était clair. Mais alors, vendre des produits sur le e-commerce et le social media, c'était pas quelque chose qu'ils savaient faire. Et donc clairement, ces solutions de financement aujourd'hui, je trouve qu'elles sont exceptionnelles, elles sont énormément les bienvenues, elles sont aussi, au-delà de rendre service, elles sont créatrices on va dire, de nouveaux projets et de nouvelles idées qu'on peut voir se concrétiser, parce qu'en fait avant on pouvait pas forcément les voir se concrétiser aussi vite et aussi bien. Donc il faut quand même, on va dire, comprendre que ça génère énormément, on va dire, de nouveaux pools d'innovation, et ça crée des opportunités. Parce que en plus, et il faut le dire, c'est sans garantie, c'est sans dilution de ton capital, tu restes maître de ton business, et c'est en 48 heures. Donc en 48 heures, si tu es comme ça, tu as besoin tout de suite de booster tes campagnes publicitaires vis-à-vis d'un momentum, là à la fin d'année, le Q4 est très important pour un secteur e-commerce, ça dépend aussi du business, mais de l'industrie, mais en général, c'est quand même très important, c'est là qu'il y a le plus d'achats, la rentrée de janvier. Donc si tu as besoin de ce boost-là, c'est rapide, tout de suite tu as l'argent, tu peux payer tes stocks et prévoir vraiment une saisonnalité forte. C'est ça, et surtout qu'en plus, à un moment, nous, je sais que par exemple, on a dû solliciter Unlimited, notamment pour financer des stocks, on avait dû prendre en énorme quantité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a été énormément malmené par cette guerre en Ukraine et on s'est dit, wow, est-ce que moi, je vais réussir à approvisionner demain cet ingrédient-là, par exemple, qui se retrouve dans toutes mes formules, et si j'en prends pas en quantité suffisante, à tout moment, désolé, il n'y a plus d'ingrédients. C'est là que tu as anticipé. Donc en fait, il fallait anticiper. Donc toi, tu anticipes, tu fais, on va dire, une bonne règle de gestion d'entrepreneur, tu as un bon sens d'entrepreneur en disant, ok, il y a peut-être un problème, vite, je me sécurise, mais pour te sécuriser, ça a un coût. Et ce coup-là, en tout cas, on a été plutôt satisfait de pouvoir solliciter Unlimited à ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se voit aussi. Parce qu'en fait, en vrai, ça s'est extrêmement bien passé. Et c'est quelque chose aujourd'hui qui est complètement indolore, notamment sur le remboursement. Puisqu'en fait, on ne le voit pas. Ça passe tout seul. Et je pense qu'aujourd'hui, on va peut-être pouvoir utiliser cette solution aussi demain pour, effectivement, non pas pour financer des stocks, mais peut-être des nouvelles types de campagnes publicitaires. On est très ravis et merci de ta confiance, Steven. Moi, c'est vrai que je suis arrivé chez Unlimited après le premier financement. Aujourd'hui, on parle de nouveaux financements vis-à-vis du marketing. Ouais. Parce que je pense effectivement que maintenant que tu as toute la gamme, comme on l'a dit au début de l'émission, qui est prête, salé, sucré, cookies et autres. Là, c'est parti, il faut y aller. Exactement. Il faut montrer ce shape à plus de monde. Magnifique. Pour continuer sur la série de questions, Steven, il y en avait une qui m'intéressait beaucoup aussi dans ta vision entrepreneuriale. C'est petite équipe qui fait beaucoup ou grosse équipe pour faire plus? Je pense que les équipes, il faut bien les structurer pour que chacun connaisse son propre KPI et qu'il puisse, on va dire, donc connaître son impact dans l'entreprise, qu'il le connaisse, qu'il le voit et qu'il le touche de façon à ce que ça le motive. Et en fait, qu'il l'apprenne aussi très rapidement. Ce qui a été extrêmement important dans notre aventure entrepreneuriale en tant que DNVB, c'est la notion de feedback loop. C'est-à-dire que vu qu'en fait, par exemple, tu postes un truc sur tes réseaux sociaux, tu fais X likes, demain, tu fais X fois 2 likes, tu dis « Ah, c'est ça que ma communauté elle a besoin. Okay. » Et donc, tu apprends aussi à comprendre ce que les gens aiment ou n'aiment moins. Mais à un moment aussi, à force de faire ce que les gens aiment, est-ce que tu perds pas un peu ton propos ? Néanmoins, en tout cas, par rapport aux équipes, ce qui est très important, c'est d'être sûr que les gens sont bien, on va dire, au bon endroit et ont bien, on va dire, leur impact. Okay. Dans l'entreprise. Si tu parlais de loop feedback. Ouais, exactement. Pour qu'eux aussi puissent réapprendre, dire « Ah là, j'ai bien fait. Et puis regarde à ce que je viens de faire. Ça a bien marché. Je suis content de moi. » Et en fait, c'est extrêmement important que les gens soient
contents de ce qu'ils font. Parce qu'à la fin de la journée, en fait, en vrai, on peut dire ouais, c'est super ton travail, etc. Mais quand on voit vraiment sa contribution à l'édifice qu'on est en train de construire de façon collective, c'est fabuleux, quoi. Et puis on est reconnu par ses pairs, ouais, super, t'as bien géré, etc. Donc honnêtement, c'est pas une question de petite ou grande équipe, c'est une question de personnes au bon poste qui doivent faire certaines tâches. Ok. J'en ai une autre, mais je crois aussi qu'on l'a répondu au début, mais c'est une très grande gamme de produits ou une gamme de produits très ciblée. Ça dépend de ton secteur. Si par exemple, tu es dans le secteur de l'appareil, y a des gens, ils font une collection. C'est-à-dire et donc là, ils ont une gamme qui est énorme. Si tu es dans la gamme cosméto... Alors, je vais reposer ma question. Aujourd'hui, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui se lance dans l'e-commerce? Moi, en vrai, je crois beaucoup aux monoproduits. À un produit extrêmement fort, qui a une énorme proposition de valeur. Qui peut être décliné potentiellement en plusieurs... Qui peut être décliné ou qui a des accessoires autour. Mais en tout cas, aujourd'hui, pour exister, en tout cas quand on démarre, il faut avoir une proposition de valeur unique qui est forte et qui dépasse largement l'état de l'art actuel. Et donc, on peut difficilement arriver avec... 80 produits qui dépassent tous l'état de l'art, c'est impossible. Donc en fait, et surtout, c'est impossible de communiquer convenablement sur 80 produits. Justement, tu lances ton premier produit, tu es sur un monoproduit. Qu'est-ce que tu fais pour communiquer? Création de contenu organique ou tout de suite du contenu payant? Il faut les deux. Il faut les deux. Et moi, je conseille de toute façon de ne pas faire de payant tout de suite. Je conseille de vraiment énormément travailler sur l'organique pendant les premières semaines et les premiers mois. La partie communauté qui est importante. Ouais, exactement. Et puis pour comprendre ce qui fonctionne moins, avant de commencer à mettre du budget où on peut vite s'essouffler avec une conviction qui peut être très forte, genre ah ouais, cette pub elle est géniale, je vais mettre un budget dessus. Et au final, on se rend compte qu'elle n'a pas fonctionné et on vient de perdre 5 000 euros. Bof. Ok, je regardais justement le TikTok de SoShape. Vous êtes lancé quand sur TikTok? Je crois qu'on s'est lancé il y a à peu près 1 an ou 2 sur TikTok. on Aujourd'hui, a 1 million de followers, ce qui représente la marque avec le plus de followers en France sur TikTok. TikTok, c'est assez particulier, c'est très intéressant, ça change beaucoup d'Insta parce que il y a beaucoup plus de créateurs sur TikTok, donc c'est beaucoup plus authentique, c'est plus sympa, c'est plus marrant. Maintenant, Insta commence aussi à beaucoup mimer les comportements TikTok, notamment les Reels avec et les Reels et tout. Donc tout ça de toute façon crée on va dire une grande chaîne où il faut faire de toute façon du cross-posting. Incroyable. 1 million de followers, j'étais pas prêt sur ça. Le record de vues sur une vidéo, tu sais c'est quoi? Je sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'on a encore pas mal de choses à faire. Je pense qu'on doit augmenter au-delà de ces chiffres-là. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire sur le contenu qu'on doit publier. On est en train de rebâtir d'ailleurs l'entièreté de toute notre charte éditoriale pour qu'elle soit beaucoup plus professionnelle aujourd'hui. Et donc, il y a encore pas mal de boulot. Voilà. On a fait des bons produits, donc on a le savoir-faire. Et maintenant, on arrive vraiment à l'étape du faire savoir. Et donc là, pour le faire savoir, il faut beaucoup de contenu de qualité. Ok. Dernière question de cette série. Autofinancement ou croissance financée? En fait, autofinancement, mais aussi financé par des organismes bancaires extérieurs, forcément. On a levé des fonds à un moment, on a récupéré, on va dire, ces titres-là. Aujourd'hui, je pense qu'on peut parler chez SoShape d'un cas d'école, puisqu'en fait, on est quand même une des premières... on va dire, boîtes à avoir fait un LBO dans les 2 premières années d'activité, quoi. Ok, c'est fou. C'est ouf. C'est ouf. C'est ouf. Et donc, il y a un vrai cas d'école qu'on pourra détailler ensemble si besoin sur le financement. Mais c'est assez intéressant. Donc, on connaît aujourd'hui ton parcours. Aujourd'hui, on connaît l'aventure SoShape et je te remercie d'avoir répondu à ces questions. Tu nous as beaucoup aidé. Cahier papier, c'est pas mal, je trouve. Peut-être que le nom va changer, mais en tout cas, ça va être question. C'est intéressant. c'est les réponses que tu as données à notre cher Nive, j'imagine, de le conseiller sur ce que tu savais aujourd'hui pour rapidement, c'est une connaissance qu'on a. Moi, je l'ai surtout conseillé sur le fait de ne pas forcément dépenser tout de suite beaucoup de budget et de vraiment il a une offre qui va être extrêmement différenciante de ce qui existe aujourd'hui. Donc, il faut voir comment c'est perçu avant de engager davantage de budget. C'est très important. Ok. Le futur du e-commerce, c'est d'abord
le futur de ton e-commerce à toi. Ouais. Si je te dis Yes We Ship, est-ce que ça te dit quelque chose? Oui, on a créé Yes We Ship, c'est le slogan de une société du groupe qui s'appelle Epilogue et qui est une société logistique. Okay. Et c'est vrai qu'en fait, dans le e-commerce, nous, on a énormément de contraintes dans notre démarrage. Parce qu'en fait, quand tu es e-commerçant, à un moment, faut pouvoir expédier ses produits vers son consommateur. Nous, on avait une offre qui était extrêmement particulière puisqu'en fait, on a une offre de personnalisation de son coffret et de son programme pour le consommateur en fonction de ses goûts. Donc, ça veut dire qu'il faut un picking et une préparation de commande qui est extrêmement méticuleuse. Clairement, j'ai fait comme le tour beaucoup des logisticiens e-commerce. Il y a quand même un vrai problème parce qu'en fait, soit ils sont pas fameux mais ils coûtent pas cher, soit ils sont plutôt fameux et ils coûtent très très cher. Okay. Donc en fait, j'avais pas trouvé d'entre-deux. Il y a quand même des gens qui sont exceptionnels que j'ai pu rencontrer aussi, mais on a fait le choix en tout cas chez SoShape et dans notre groupe de pouvoir internaliser aussi cette partie logistique. Donc aujourd'hui, on a un centre logistique qui tourne pour nous, mais aussi pour d'autres DNVB, pour lesquels on expédie des centaines de colis par jour. Et tu as de la place. Et on a de la place, et on stocke, et on a des quais pour faire venir des camions. Magnifique. Et c'est à côté de Paris. Et c'est à 40 minutes de Paris, donc en fait, de temps en temps, je fais un petit tour à mon centre logistique. Sympathique. Et on se rend compte vraiment tout ça. Quoi. La petite histoire, c'est que je suis quand même venu voir cet entrepôt et c'est que c'est vraiment impressionnant. Moi, Steven, tu m'as juste ouvert les yeux sur des pratiques qui sont tout simplement smart. Tu m'as montré la partie stockage, tu m'as montré la partie aussi packaging, la partie du picking. C'est cette chose qui est très importante pour piquer un maximum de bungalows par minute. De berlingots, pardon. J'ai l'habitude de dire bungalow. De berlingots, excuse-moi. Donc ça, c'était vraiment, pour moi, ça a été impressionnant. Et c'est ça que je voudrais vraiment faire ressortir de ces questions, de tes réponses. C'est qu'à un moment donné, tu t'es dit, merde, il y a un problème sur ma putain de logistique. Je galère, ça me coûte trop cher ou alors je suis avec des branques. Et il faut que je fasse quelque chose. Honnêtement, oui, ça coûtait cher, mais le problème que j'avais, c'était surtout j'étais avec des branques. Et en fait, quand toute la journée, je suis en train d'expliquer à quelqu'un son métier, c'est le métier, comment il faut travailler, c'est qu'il y a un vrai sujet, quoi. Et en plus, je suis pas payé pour. C'est-à-dire que je le paye. Et je lui explique comment il faut bosser. Il y a un vrai sujet, c'est un problème. On est passé par beaucoup de pénibilité sur les process de préparation logistique, mais aussi les systèmes d'information. Quand on veut brancher son CMS, qui peut être Shopify ou autre chose. T'es sur Shopify d'ailleurs, depuis longtemps. Moi, je suis sur Shopify depuis le début. Et donc, j'étais franchement un des premiers... D'où le nom de l'émission, pionnier. Voilà. Ouais, mais vraiment, pour le coup, on était il y a 10 ans, Shopify, quoi, pardon, je comprends pas. Et on a écouté les bons conseils, on s'est vraiment mis sur Shopify dès le début, ce qui était un vrai facteur de succès, je pense, pour nous, de pas se complexer avec ça. Et en fait, il fallait quand même brancher Shopify, qui était un software très récent, au logiciel WMS des logisticiens qui date des années bissextiles. Et en fait, en vrai, il y avait énormément de complexité à ce niveau-là. Donc, on avait une problématique de préparation dans leur process, mais aussi une problématique techno d'interfaçage entre les deux systèmes d'infos qui ne marchaient absolument pas. Et à chaque fois qu'on change de logisticien, il fallait refaire l'interfaçage avec le système d'infos. Et une fois, deux fois, trois fois, moi, à la fin, on a fini à la feuille pendant un moment. C'est-à-dire qu'en fait, on a arrêté d'interfacer, quoi. Et on n'interface rien, je veux en savoir. Je veux juste bien... on va dire à la feuille au stylo. Ouais, à la feuille au stylo. C'est comme ça qu'on l'a fait. Et au fur et à mesure qu'on a reconstruit les choses, parce qu'en fait, il y avait énormément de problèmes qu'on a rencontrés. Aujourd'hui, voilà, moi je me rappelle de ça. On a fait ça juste avant le Covid. Et en fait, ce qui nous a permis aussi d'avoir, heureusement qu'on avait cette entité-là, qu'on a juste créée avant le Covid et qu'on a stabilisé pratiquement en même temps, parce qu'avec le pic, on va dire, de croissance du Covid, on n'aurait jamais pu absorber ça si on n'avait pas en propre, en tout cas, maîtriser cet aspect logistique. On serait complètement parti dans le décor avec 25 milliards de problèmes supplémentaires. Complètement. On n'a pas encore parlé de Covid. Bon, je suis pas sûr qu'on en reparle, mais effectivement, ça a été un boost ça a été une vraie croissance pour pas mal d'e-commerce et dont SoShape. Et c'est cette notion-là vraiment de stabilité que tu as pu avoir sur la partie logistique. C'est ouf parce que moi, c'est ce qui m'a impressionné. Tu as simplement fait le constat qu'il n'y avait aucun acteur qui comprenait tes besoins propre à toi, propre à ta structure et même à ton produit. Tu as parlé aussi de la vente, ton offre, c'est de pouvoir laisser le consommateur personnaliser ses berlingots et sa boîte minceur, son programme. Donc il n'y avait aucun logisticien qui comprenait tous ces aspects-là. Et après il y avait l'aspect logistique. Ou alors il le comprenait, mais ça coûtait
très très cher. Très très cher. Et c'est ça qui est difficile. C'est-à-dire qu'à un moment, si tu as besoin d'une fusée, il n'y a pas de problème. Hein, tu peux faire construire une fusée. Et la logistique t'a passionné finalement. Tu t'es pris de passion pour la logistique. Je crois que c'est ça. En fait, à un moment, quand on veut bien faire son travail, on est obligé de se passionner pour. Et donc, par exemple, il y a des trucs où j'en ai vraiment rien à faire. Okay. Je suis devenu genre maître Jedi des codes et des QR codes pour comprendre comment ça fonctionne. Ou alors comprendre la cannelure des cartons pour être sûr que est-ce qu'on est en double cannelure, en micro perforé ou pas, avec du craft. Parce qu'en fait, le carton, c'est ce qui va permettre d'acheminer convenablement ton offre chez le consommateur. Il faut qu'il soit, on va dire, de bonne facture. Tu m'avais même parlé du scotch qui était du scotch. On a un scotch aussi qui est en papier. Qui n'est pas un scotch adhésif. Donc en fait, on fait énormément attention à l'emballage pour qu'il soit toujours, on va dire, monomatériaux et recyclable. C'est extrêmement important. Donc voilà, quand on a un scotch papier sur du carton papier et tout est papier, en fait, malgré tout le papier, ça reste quand même l'emballage qui se détériore le mieux, qui est le plus biodégradable, qu'on arrive à mieux le maîtriser, en tout cas mieux que le plastique. Et donc on essaie, nous, au maximum de le faire. Et typiquement, tu vois, dans cet entrepôt dont on parle, en vrai, tous les cartons qu'on a, on les compresse tous entre cartons. Je les ai vus. Des énormes trucs de cartons et on est dans un cercle vertueux de recyclabilité. Ok. Voilà. C'est fou d'avoir fait ça. Quelles sont aujourd'hui les retombées après ces 2-3 ans du coup de cette solution sur SoShape? Je parle de SoShape. Qu'est-ce que ça t'a permis, j'imagine, la liberté et l'indépendance, de pouvoir contrôler justement la logistique. Mais surtout, en fait, libérer la croissance. Voilà. Okay. C'est vraiment la possibilité d'avoir un outil logistique qui me permet d'accompagner le mouvement, d'être flexible, de s'adapter vraiment à nos offres. Typiquement, on a beaucoup moins de friction à expliquer quand on a un nouveau produit, comment il faut le faire. On peut très rapidement rajouter un flyer ou pas dans les commandes, rajouter de l'échantillonnage dans toutes nos commandes. Donc pour SoShape, ça a été vraiment libérateur, en tout cas, d'une croissance. De tous ces freins. De tous ces freins. On a surtout, grâce à ça, permis de limiter les erreurs qualité. Genre, ah mince, j'ai mis de la framboise à la place de la vanille. Ok, aujourd'hui ça, on le maîtrise beaucoup mieux, donc on a diminué énormément ce taux d'erreur et on a accéléré davantage l'expédition des commandes. Donc aujourd'hui, la qualité de service, en tout cas pour un consommateur, j'ai commandé, je reçois ce que j'ai commandé rapidement. Ça, on est capable d'y répondre énormément et c'est fondamental pour n'importe quel DNVB. Tout à fait. C'est déjà... On est en train de parler d'acquisition qui est avec iOS 14 et tout ça qui est délicate. Complètement. Si en plus de ça, quand on a l'acquisition qui est délicate, quand on a la commande qu'on a réussi à avoir et derrière on n'est pas capable de pouvoir shipper convenablement. Et aussi d'accepter les retours finalement aussi. Et d'accepter les retours évidemment. En tout cas, tout ça, il faut permettre. C'est d'un point de vue opérationnel. Enfin, je veux dire, l'opérationnel doit accompagner la croissance et non pas l'inverse, ne doit pas la freiner, quoi. Et avec la logistique, un mauvais logisticien, ça peut être une catastrophe pour une DNVB. Complètement. Et donc ça, on l'a vu. Les délais de livraison, les taux de retour, les freins. J'ai commandé les problèmes dans les j'ai eu de commandes. la vanille. J'ai commandé une taille 37, j'ai une taille 44. Quel rapport? Je comprenais pas, vous êtes des chèvres. Et donc toi, aujourd'hui, ça donne une image éclatée de ton service. Parce que tu vends du rêve ou tu vends ta marque à travers les réseaux, le mec achète et derrière, il n'y a pas la qualité de service. Exactement. Et ils ont potentiellement des packagings qui sont pas biodégradables ou en tout cas qui respectent pas certaines normes. Et puis en plus de ça, il faut comprendre que toute la messagerie, on va dire, du e-commerce, toi, tu as commandé un pullover, mais tu as peut-être un mec qui a commandé un micro-ondes et dans le même convoyeur. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment, ton micro-ondes, il va écrabouiller ton carton de pullover. Donc tout ça, il faut pouvoir l'anticiper, le comprendre et le vivre. Et là, on se dit, ok, on a peut-être besoin de renforcer ce carton. Et donc toi, aujourd'hui, tu te dis forcément, c'est important, tu te dis pas meilleur en tout cas que certaines structures de logistique, mais tu te dis fort de ta propre expérience pour avoir développé cette solution qui peut servir à beaucoup de marques. Honnêtement, moi j'ai fait le tour de tous les logisticiens et je pense qu'on est quand même très très bon sur ce qu'on fait. Donc on fait partie des meilleurs logisticiens, je pense, e-commerce. Alors on n'a pas encore vraiment déployé beaucoup cette solution. On a fait énormément travailler le bouche à oreille, les copains qui savent qu'en fait chez SoShape on expédie énormément et donc ils disent ah ouais, en plus je sais que tu as un entrepôt, est-ce que tu peux m'accompagner? On a accompagné d'autres marques et d'autres DNVB pendant longtemps. Complètement. Maintenant aujourd'hui en plus de ça on a ajouté on a accompagné Pandati notamment pendant un grand moment avec qui on s'entendait très bien et on s'entend toujours très bien d'ailleurs.
Et on a aujourd'hui développé aussi l'expédition auprès du B2B, en plus du B2C. Donc c'est beaucoup, on va dire, c'est un vrai atout majeur, on va dire, de pouvoir travailler avec son centre logistique. Typiquement, tu vois, sur le B2B, des fois, tu as besoin d'expédier des trucs qui sont nouveaux, qui sont par exemple des PLV, des meubles PLV. Complètement. En fait, ça, d'un point de vue logistique, on est capable, nous, aujourd'hui, de le faire et on s'est adapté très rapidement à ce niveau-là. Donc, clairement, un logisticien qui est à ce point-là adaptable, ça se trouve pas au coin de la rue. Magnifique. Ça, c'est le futur de ton e-commerce à toi, mais le futur de ton e-commerce aussi et de SoShape, c'est finalement la distribution aussi sur de nouveaux canaux de distribution, de nouvelles choses. Il y a une notion que je voudrais vraiment apporter avant de te laisser répondre à ça, c'est la notion de ONVB. Est-ce que ça te dit quelque chose ? Non. ONVB, c'est devenu un mot qui est aussi, qui je pense a évolué avec le temps des DNVB. C'est ce fameux Omnichannel, Native Vertical Brand. Parce qu'aujourd'hui, une DNVB qui est forte sur son secteur digital avec ses consommateurs D2C, etc., son Shopify, elle doit aussi au bout d'un moment pouvoir étendre sa gamme, étendre aussi ses leviers de croissance et ses sources de déploiement. Et donc, il y a aujourd'hui l'omnichannel, c'est être sur son site Shopify, c'est être en revendeur sur des marketplaces, c'est être en retail sur des showrooms, sur des Oh My Cream, cité de la cosmétique, c'est tout ça. C'est potentiellement aussi la pharmacie. Et je crois qu'aussi ça c'est quelque chose ça peut être la pharmacie ou ça peut être même encore d'autres secteurs de distribution. Complètement. Honnêtement, on a commencé par la pharmacie dernièrement et ça y est, c'est lancé. SoShape en pharmacie. SoShape est en pharmacie. On est en train de lancer ça convenablement. On est dans des centaines de points de vente déjà en pharmacie. On a encore pas mal de choses à apprendre parce que voilà, on vient d'améliorer en tout cas cette offre-là en pharmacie dernièrement. Donc le retail, c'est comme tout, ça s'apprend. Et aujourd'hui, on a quand même pour objectif de développer davantage toute cette partie retail. Donc, je t'en dirai plus peut-être à la prochaine émission. À la saison 2. En tout cas, à la saison 2, ouais. Mais effectivement, aujourd'hui, en fait, la problématique qu'on a, c'est que effectivement, comme on fait une boîte DNVB pour croître, c'est des nouveaux marchés ou c'est des nouveaux moyens de distribution. Complètement. Des nouveaux produits parfois. Parce qu'à un moment, t'atteins un moment où t'es au seuil en fait, à un maximum. moment, ça commence à coûter cher. C'est ça l'histoire. Donc en fait, à un moment, si tu veux atteindre de nouvelles personnes, typiquement, moi ce que je pense, c'est qu'il y a des opportunités. C'est qu'il y a des gens qui s'achèteront jamais vraiment en ligne. Parce qu'en fait, ils ont besoin de voir le produit exister dans la vraie vie. Et ces gens-là, c'est des gens du monde physique, c'est des gens du retail. Donc ça sert à rien que je continue à les asperger de mes publicités. Ils de toute façon, pas. ils n'achèteront pas en ligne. Donc ils ont besoin de voir le produit, ils ont besoin d'être conseillés. Et dans ce cadre-là, c'est là où le retail est intéressant parce qu'on commence à incarner le produit dans le monde physique. On va pas se mentir, les réels, c'est aussi des contenus de la réalité complètement dans le monde physique. Et on va de plus en plus dans ça. Même les EGC où les gens témoignent effectivement de la prise de produits, ça on connaît aujourd'hui, ce qui fonctionne bien. Mais il faut finalement aussi permettre à la personne d'acheter en physique. Avant, c'était pas possible chez SoShape. Non, ça l'était pas. Et aujourd'hui, on va le permettre davantage. En tout cas, le permettre avec une vraie expérience. C'est très important, en tout cas, je pense à un moment, de déployer. C'est un gros risque aussi. Ouais. Parce que du coup, derrière, tu as fait assez de production. Petite question, est-ce que les produits vendus en pharmacie sont les mêmes que ceux online ? Ah bah oui. Ok. T'as pas fait forcément des packaging spéciaux ? Ah oui, on a fait des packaging spéciaux, mais les produits sont. Et t'as fait aussi des PLV spéciales. Et j'ai fait des PLV spéciales. On a adapté évidemment les packaging à l'offre retail. On comprend aussi, par exemple, un truc qui est vachement important auquel on n'avait pas pensé. Nous, on a des packaging qui sont super sympas. Okay. Ils sont cool. Okay. Maintenant, c'est pas des packaging qui sont destinés à être vendus puisqu'en fait on achète en ligne. Donc qu'est-ce qui est important quand on achète en ligne ? C'est sa fiche produit, c'est sa publicité. Mais le packaging en tant que tel, il est là vraiment. Tu le reçois, c'est bon. Tu le reçois, les décoratifs pour être chez toi, etc. Okay. On n'a pas besoin de. Mais c'est pas avec ça que tu as convaincu. Non, en ligne. Non, parce qu'en fait, on va dire la boîte dans laquelle est le produit, c'est juste une boîte décorative. Okay. Quand tu es en retail, ton packaging, c'est ton ads.
ça change tout. Ça change tout. Donc là, en fait, tu dis, oh, en fait, là, il va falloir que je marque bien vraiment que j'ai pas de sucre sur ce packaging. Il faut vraiment que ce soit visible. C'est plus derrière un petit peu. Alors qu'en fait, en vrai, on se dit, de toute façon, maintenant, on va lui mettre au consommateur qu'il n'a pas de sucre, évidemment, mais il a déjà acheté. Donc, je vais lui faire un packaging qui est plutôt joli et accueillant plutôt que de lui remettre pas de sucre, machin, etc. quoi. Ok, c'est fou. Donc, Donc, on a en vrai. Des nouveaux défis. Ouais, c'est des nouveaux défis. C'est objectifs. très intéressant. Et puis, le but, c'est toujours de garder une direction artistique qui est sympa sur les packs, mais qui est peut-être plus didactique. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Tu es en train de revoir aussi ça parce que tu veux. Tout est en train d'être revu de toute façon en permanence. C'est obligatoire. Suivez SoShape, il y a du nouveau qui arrive. Exactement. Ok, magnifique. Merci d'avoir répondu à tout ça. Il y a des dernières questions vraiment je voudrais avoir avec toi sur ce mot de la fin un petit peu, Steven. Franchement, ton parcours, il est très inspirant. Je peux pas te dire qu'il est impressionnant parce que je n'ai pas réussi dans l'e-commerce, en tout cas j'ai pas fait quelque chose qui était similaire. D'accord. Je dis qu'il est inspirant pour moi, entrepreneur en devenir. J'ai envie de faire quelque chose de ma propre personne et je trouve que tu m'inspires sur ces décisions prises, sur ces différents éléments que tu as pu nous partager, même la création d'épilogue. Aujourd'hui on en a parlé, c'est quelque chose qui est venu pour toi une évidence parce que tu avais des problèmes de société, de ta boîte, tu n'arrivais pas à régler ces problèmes-là, tu t'es dit autant le faire moi-même et tu t'es mis la main dans le cambouis et tu as été faire ce qu'il fallait faire. Pour le coup, c'est vraiment la main dans le cambouis. La main dans le cambouis. Petit mot de la fin vis-à-vis d'un truc qui est arrivé récemment, un sujet d'actualité. Tu as beaucoup travaillé avec les influenceurs aussi pour la croissance de SoShape, qui a été un des leviers, un seul. Aujourd'hui, il y a quand même des personnalités comme Booba qui a révélé des choses. Il y a même le ministère qui s'en est mêlé avec la création de ces réglementations, de ces lois sur les influenceurs. Qu'est-ce que tu penses de ces lois? Comment ça va impacter aujourd'hui les marques? Moi, je pense que ces lois sont les bienvenues parce qu'il y a effectivement des dérives. Il y a des gens qui vendent n'importe quoi, n'importe comment. Et donc, n'importe quoi, je pense que c'est très important aussi de faire attention aux produits. Il y a des organismes, en tout cas de contrôle d'État, qui sont là pour vérifier que les produits sont bien en conformité. Je pense qu'ils ont beaucoup de travail encore à faire. Et donc, je leur souhaite beaucoup de... Tu penses que c'est un peu tard ? Je pense pas que c'est tard, je pense qu'il faut qu'on se mette au travail et qu'on se mette au travail sur les choses qui comptent et pas pinailler sur des points de détail. Maintenant, chacun voit midi à sa porte. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a des offres en ligne qui ont été plébiscitées par des influenceurs qui étaient clairement du scam et de l'arnaque. Et je pense que c'est très important de garder une intégrité en tant qu'influenceur pour pouvoir savoir à qui on s'adresse et c'est quoi les produits qu'on distribue. Est-ce que c'est à ce moment-là moi, par exemple, tu vois, on a été la cible notamment de Booba, alors qu'en fait, en vrai, je pense pas qu'il se rend compte qu'il y a 60 personnes qui bossent derrière SoShape, qu'on n'est pas une marque de dropshipping, qu'on a une fabrication française, qu'on fait bosser tout un tissu économique français, qu'on fait bosser 60 personnes et qu'en fait on est tous en train de se battre pour justement permettre d'avoir une solution de contrôle du poids à plein de personnes et avec des produits extrêmement innovants. Et je pense que peut-être qu'il n'a pas vu ça depuis Miami et qu'il a été un petit peu vite en besogne en ce qui nous concerne. Et c'est dommage parce qu'en fait en vrai chez nous on aime bien sa musique, on l'aime bien en tant que personne, mais je pense que est-ce qu'il consomme SoShape? J'en sais rien, mais peut-être qu'il devrait. Et ce qui est important, c'est toujours d'avoir dans quoi que ce soit du discernement. Donc c'est très important de faire le discernement entre un bon produit, à qui on s'adresse, à qui on s'attaque. Et je pense que les influenceurs aujourd'hui, si eux n'ont pas le discernement de savoir quel produit ils doivent en tout cas utiliser, parce que c'est leur travail c'est aussi. important que l'appareil législatif soit là justement pour assainir en tout cas ce mode de communication qui existe de toute façon. Donc moi je vois pas ça d'un mauvais œil parce que les produits qu'on fait répondent à toutes les exigences réglementaires et vont même bien au-delà. En fait, il y a des exigences pour qu'un produit minceur puisse exister qui ont été en tout cas écrites. Et nous, en fait, on est vraiment très au-delà des minimums requis. Donc, on va tellement plus loin que ça qu'en fait, ça ne nous touche pas parce qu'on a fait un produit vraiment de qualité. Maintenant, ce qui est dommage, c'est tous ces écueils qui sont arrivés. Je pense qu'en fait, il y a pas mal de... C'est dommage en fait d'en arriver à autant
de bagarres comme ça et d'éclats de sang pour rien, alors qu'en fait, en vrai, l'appareil législatif aurait dû se mettre à la page depuis un bon moment. Complètement. Et vérifier ça depuis un bon moment. Parce qu'il y en a qui ont souffert de ça. Non, mais il y a des bonnes marques qui ont souffert de ça et aujourd'hui, les lois... Des bonnes marques, moi je parle surtout des consommateurs qui ont acheté des produits qui n'allaient pas et c'est très compliqué, quoi. Complètement. Et aujourd'hui, avec ces lois, du coup, ça protège le consommateur, mais finalement, ça met aussi en lumière, si on parle, et la question c'était plus sur les marques, effectivement, les consommateurs aujourd'hui sont beaucoup plus protégés et sereins, je dirais, d'acheter vis-à-vis de quelque chose, puisqu'il y a écrit publicité, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Et finalement, ça met aussi en lumière ce que je disais, les marques qui, elles, ont un engagement, qui, elles, respectent ces lois depuis le début, qui ne sont pas des scams, et ça fait un peu du bien, j'imagine. De toute façon. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de travail, parce que, regarde, moi je suis sur le secteur de la minceur. Ok. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de mincir. Ok. Ben, il y a plein de produits qui existent, qui peuvent s'acheter même en pharmacie, ok, qu'on peut prendre toute la journée. Ben, moi, je défie quiconque de prendre ces produits et de perdre 1 kilo avec. Donc, je suppose que tu vas pas les citer. Je vais pas les citer parce que j'ai un peu de respect. Mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que si on doit parler aujourd'hui d'intégrité, ben, en vrai, que fait le législateur sur certains produits dont il sait exactement qu'ils contournent certaines lois et qui ne fonctionnent quand même pas et qui sont allègrement de toute façon vendus? Comment fait le législateur pour laisser vendre des produits qui ne marchent pas de façon impunie? Et ben voilà, c'est la grande question qu'on se pose. Voilà, je vends des trucs qui ne marchent pas et il n'y a pas de problème. Donc, avant de s'attaquer à effectivement ces petits points, il y a quand même des rentes de marché qui existent depuis des années sur des produits qui ont des gros problèmes et qui sont continuellement vendus aujourd'hui. Ok, merci pour ce mot de la fin. J'ai plus de questions, j'en ai encore, on pourrait encore discuter, je pense, des heures, mais il faut bien que l'émission se termine. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que tu as apportées à ce podcast, ce premier épisode de notre émission Au-delà du panier. Merci Steven, merci aussi aux équipes de Gros Studio de nous avoir accueillis ici. Il y a une longue série qui arrive, alors restez branchés. On est sur YouTube, on est sur TikTok, on est évidemment sur LinkedIn et vous pourrez retrouver tous les podcasts de l'émission également sur Spotify. Je vous embrasse, merci Steven et à très vite. Sacha. Salut.